la chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir encore de vous savoir nombreux derrière vos écrans pour me suivre. Je suis Damien Twambi et je voudrais, à partir d'aujourd'hui en tout cas, ce sera peut-être une fois par semaine, m'entretenir avec vous, avoir quelques échanges sur l'actualité politique. Donc ce moment, je vais l'appeler 10 minutes pour convaincre, c'est-à-dire ce sera un sujet d'actualité que je vais essayer d'analyser avec vous et autour évidemment, enfin soutenu par différents arguments et puis avec le temps nous parlerons aussi, en tout cas nous réfléchirons en profondeur sur les différents piliers qui peuvent contribuer à l'émergence socio-économique de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, l'actualité, c'est toujours le conclave de Ginval et le meeting du 31 juillet. Le 31 juillet, il y a un grand meeting à Kinshasa et ce sont un peu les deux éléments qui, pour nous, constituent un peu les points les plus importants de l'actualité. Surtout qu'il y a eu trop de questions qui ont été posées par rapport, par exemple, aux résolutions de Ginval ou par rapport au 31 juillet. Nous essayons en tout cas de pouvoir apporter notre réflexion et apporter quelques réponses. Ici, il est important pour moi de pouvoir éclairer certaines lanternes concernant les résolutions des Ginval. Les résolutions des Ginval, c'est quoi? C'est que, bon, voilà, il a été décidé par l'ensemble des partis politiques qui font partie de différentes structures plus ou moins crédibles de la République. Il a été résolu de pouvoir dire non au dialogue convoqué par Joseph Kabila en novembre de l'année passée. Il a été décidé de pouvoir œuvrer à l'application intégrale de la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Et il avait été décidé que, en tout cas, au plus tard, le 20 décembre, Joseph Kabila devrait rendre ses clés, devrait rendre les clés du palais de la nation au peuple congolais. Je voudrais mettre un accent sur les résolutions du 22, la résolution 2277 du Conseil de sécurité, qui en fait évoque deux axes. Le deux axes les plus importants, c'est un dialogue qui sera en tout cas organisé sous l'égide de la communauté internationale. Il y a un facilitateur désigné par l'Union africaine, mais soutenu par un panel de plusieurs autres organisations de la communauté internationale. Il y a l'OIF, il y a l'Union européenne, il y aura éventuellement aussi les États-Unis et consorts. Et puis deuxièmement, il y a l'aspect processus électoral qui devrait être conforme aux prescrits de la Constitution. Voilà, mais au-delà de ça, il y a quand même des préalables posés par les opérateurs politiques lors du conclave de Ginval, c'est par exemple la libération des prisonniers politiques qui d'ailleurs devraient prendre part, certains prendraient part au dialogue qui est évoqué dans la résolution 2277 et qui est appuyé par le conclave de Ginval. Alors plusieurs questions se sont posées et qui, moi personnellement, m'ont laissé un peu hébété parce que moi je me dis que Ginval devait être un élément de motivation à l'ensemble des Congolais parce que pendant plusieurs moments, pendant plusieurs jours, plusieurs années, tout le monde a souhaité l'unité de l'opposition. L'unité de l'opposition. Et Ginval a été un miracle. Nous avons été présents à ces assises et nous avons vu tous les opérateurs politiques qui ont un certain poids au Congo autour d'une même table pour pouvoir réfléchir et prendre des résolutions par rapport à l'avenir de la nation. Donc c'était un miracle, c'était un rassemblement miracle, un rassemblement qui fait que finalement les hommes politiques, les politiciens, les gens de la société civile ont compris qu'il faudrait faire un seul front, un front unique pour imposer le respect de la Constitution à Joseph Kabila. Donc c'est quelque chose de positif, mais beaucoup de langues se sont élevées pour attaquer Ginval, par exemple, les gens qui se posent des questions de savoir qu'est-ce qui a financé Ginval, qui est derrière Ginval, pourquoi est-ce qu'il semblerait que la primeur du rapport a été réservée à Didier Reynders. Voilà, ce sont des questions qui nous sont posées. Par rapport au financement, j'ai essayé d'argumenter dans un de mes postings sur les réseaux sociaux en disant que par rapport au financement, la question ne devrait
pas se poser de manière particulière parce que déjà, c'est pas ça qui est le plus important. Mais l'UDPS, Étienne Tshisekedi, qui est la personne qui a invité toutes ces personnes, c'est quand même a quand même une certaine notoriété politique, non seulement nationale, mais internationale. J'étais en train de dire effectivement dans mon posting qu'au sein de l'UDPS, il y a quand même des gens, moi personnellement, je connais 2 millionnaires, par exemple, au sein de l'UDPS, et des assises comme celles de Ginval n'ont pas coûté des millions. Hein. Si on peut faire des bons calculs estimés comme ça de manière ramassée, je ne pense pas que 200 000 euros, que ces assises aient dépassé 200 000 euros. Et je ne pense pas que c'est en tout cas le réseau d'Étienne Tshisekedi qui peut manquer cet argent et tout ça. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, l'UDPS est un parti politique dont les ressources financières sont définies par les cotisations des membres, aussi par des dons et des legs. Donc, il est très possible qu'un parti de cette ampleur, de cette dimension, puisse bénéficier en tout cas des dons par rapport à ces assises qui avaient des enjeux très importants. Maintenant, il ne faut pas non plus exclure le fait que il y avait plusieurs entités dans ce conclave. Il y avait l'opposition politique, c'est-à-dire avec l'UDPS et toutes les autres entités. Il y avait aussi la société civile. Mais toutes les autres dynamiques qui font partie de l'opposition politique, il est aussi très possible qu'il y ait eu de la contribution de leur part. Qui est derrière Ginval? Je ne sais pas pourquoi est-ce que des patriotes peuvent se poser une telle question au moment où nous devons plutôt nous concentrer sur la question de savoir comment consolider les résolutions. Qui peut être derrière Ginval? Si nous savons qu'il y a plusieurs mois déjà, Étienne Tshisekedi, à travers différents communiqués, inviter la classe politique à se mettre ensemble, à se rassembler, à ce qu'on puisse avoir un leadership qui peut permettre effectivement que nous arrivions à mettre en échec Joseph Kabila. Mais alors, qui est derrière Ginval? Mais évidemment, c'est le peuple congolais derrière Ginval, la classe politique responsable est derrière Ginval, et nous avons été présents là, nous n'avions pas senti une main noire parce qu'il n'y avait rien de nouveau, rien qui n'a pas été dit, en tout cas, avant ce que nous vivions ce jour-là. Pourquoi est-ce qu'on aurait réservé la primeur du rapport à Reinders? Je n'ai pas vu dans les images du lendemain de Ginval des documents que présentait Félix Tshisekedi à Reinders. Nous avions vu effectivement une délégation conduite par Félix Tshisekedi chez Didier Reinders, le ministre des Affaires étrangères belge. Il n'y a pas eu un document quelconque qui lui a été remis. On n'a pas vu ces images. Mais ici, il faut quand même souligner quelque chose d'important, c'est que les actes des Ginval ont été publics, ils étaient disponibles dans les 24 heures, ils étaient publics. Tous les documents produits à l'issue de Ginval étaient déjà publics. Donc tout le monde avait accès à ces documents et nous ne voyons pas qu'est-ce qui pouvait encore de nouveau être dit au ministre des Affaires étrangères ou à M. Didier Reinders. Deuxièmement, nous considérons que c'est une démarche diplomatique. Même toutes ces personnes qui sont toujours dans la logique de la résistance, mais c'est quelle résistance qui n'a jamais eu des alliés, qui n'a pas de base arriérée consort? C'est une démarche diplomatique. Pendant plusieurs années, l'UDPS a toujours été condamné pour sa mauvaise diplomatie. Mais maintenant que la diplomatie de ce parti a réussi à faire accepter leur président au niveau de la communauté internationale qui l'a toujours combattu, mais écoutez, moi je considère que c'est une victoire. Ce n'était pas une manière d'aller faire un rapport à un colon, mais c'était, je considère, une démarche diplomatique parce qu'il faudrait continuer à pouvoir avoir des alliés, que ce soit sur le plan national ou international, autour de tout ça. Donc pour Ginval, je propose que nous puissions plutôt réfléchir comment consolider les acquis de ces assises, comment est-ce qu'on peut éventuellement corriger les fautes. Il se pourrait qu'il y ait eu des erreurs, des fautes éventuelles. Comment corriger ces erreurs dans l'avenir? Il faudrait peut-être se poser aussi la question de savoir, le 31 juillet, c'est un grand meeting. Comment faire pour que ce grand meeting soit réellement populaire, que le peuple congolais puisse s'en approprier, que ce soit vraiment le lancement d'une véritable dynamique populaire révolutionnaire en RDC? Ce sont des questions à se poser, des réflexions à faire. Et puis pour toutes ces personnes qui sont contre ces assises, qui sont contre ces résolutions,
Une autre question, c'est de se dire, d'accord, c'est le droit, hein, chacun a le droit de refuser, et ben, si on refuse, on dit non, ben alors proposer autre chose. Je désire dire quelque chose d'important, c'est que il faut que nous comprenions que nous sommes déjà dans un processus révolutionnaire. Un processus révolutionnaire qui veut qu'il y ait un dispositif politique, un dispositif populaire, c'est-à-dire avec le peuple, et un dispositif militaire. Le dispositif politique exigeait une organisation, un rassemblement politique. Et cela a été une réussite après Ginval. Aujourd'hui, nous avons un rassemblement qui met ensemble tous les fils et toutes les filles du Congo épris de paix, épris de développement, épris d'esprit de paix, épris de l'esprit de changement au Congo. Tout le monde se retrouve dans ce grand rassemblement qui fait un seul bloc pour mettre en échec le régime oppresseur en place. Et c'est un dispositif politique finalement qui réussit. Le deuxième aspect, c'est le dispositif populaire, comme je disais tout à l'heure, mais déjà le 31 juillet, c'est le premier test. Après avoir mis sur pied l'organisation politique, maintenant il faudrait qu'au niveau du peuple, que le message puisse les atteindre pour qu'il y ait en tout cas de la sensibilisation et de la mobilisation vers en tout cas la délivrance totale de la nation. Il y a certains partis politiques évidemment qui émettent certains doutes aussi par rapport à ce rassemblement parce qu'ils veulent bien maintenir l'autonomie des partis politiques. Oui, c'est important que les partis politiques maintiennent leur autonomie parce que maintenant que nous sommes dans l'étape de la dynamique du dispositif populaire, il faudrait que chaque parti politique travaille, il faut que chaque parti politique aille sensibiliser au niveau de sa base pour qu'effectivement la grande dynamique populaire puisse avoir une incidence sur la démarche révolutionnaire. Et il y a le dispositif militaire, vous savez, cela viendrait automatiquement au moment où la démarche populaire, la mayonnaise, la tomate de la démarche populaire aurait suffisamment pris. Il y a des questions qui se posent par rapport à certaines personnalités, je vais m'arrêter là peut-être, qui étaient présentes pendant ces assises. On cite des personnes, par exemple, comme Kyungu, qui sont accusées effectivement de crimes. Hein. Ça, c'est des choses... Moi, j'étais personnellement là et je me sentais mal de pouvoir voir ces gens-là traîner pas loin de nous. Mais ici, j'aimerais que nous puissions penser à une chose, c'est que c'est le peuple qui doit être mis en évidence. Des personnes comme Kyungu, comme Moïse Katumbi, évidemment, aujourd'hui, c'est normal, on peut se poser beaucoup de questions sur ce basculement brusque de la majorité présidentielle à l'opposition. On doit se poser des questions et c'est normal et nous devons continuer à être vigilants. Mais ici, nous disons que le peuple doit être mis en évidence. Ces personnes, qu'on le veuille ou pas, Moïse Katumbi, il est très populaire, il est très populaire dans le Katanga, ce sont des Congolais, il y a des millions de Congolais qui le soutiennent. C'est-à-dire, nous ici, peut-être que nous ne voyons pas Moïse Katumbi, nous voyons tous les Congolais qui sont derrière lui. Nous ne voyons pas Kyungu, on voit tous ces Congolais qui sont derrière Kyungu. Il faudrait que nous donnions de la confiance à ces Congolais. Il faudrait que nous ramenions ces Congolais à la démarche dans laquelle nous sommes. C'est pour cela il y a certaines choses qu'il faudrait tolérer parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la logique du grand rassemblement stratégique pour que nous arrivions effectivement à des résultats que tout le peuple attend. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce serait le premier numéro, en tout cas, de 10 minutes pour convaincre. La fois prochaine, nous allons essayer d'aborder avec vous la question qui concerne l'occupation. Oui ou non, le Congo est occupé? Il est occupé par qui? Est-ce que le Congo est occupé? Est-ce que le Congo est infiltré? Et qu'est-ce que cela représente par rapport au combat que nous menons? Et dans les jours à venir, dans les mois à venir, nous allons continuer à réfléchir avec vous sur, en tout cas, des véritables piliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, des véritables piliers de l'émergence socio-économique de la République démocratique du Congo. Je vous remercie d'avoir été attentif pour me suivre. Je reste à votre disposition pour des questions éventuelles et on se retrouve très bientôt. Merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.